Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier et sommes-nous engagés dans une dynamique qui aboutirait à une troisième guerre mondiale? Grosse question, évidemment. La situation géopolitique actuelle, porteuse de bien des appétits nouveaux et dangereux, semble accréditer cette crainte. Seulement, il convient de situer cette interrogation dans un cadre économique, démographique et géopolitique plus vaste pour apercevoir que le pire est loin d'être sûr. J'en parle avec Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes, dont le magazine Les Affaires, et chroniqueur tous les 2 mardis à cette émission. Philippe Labrec, bonjour. Bonjour. Vous avez signé un de vos derniers textes pour Les Affaires, donc lesaffaires.com, quelque chose sur une guerre mondiale intitulé « Sommes-nous réellement au seuil d'une guerre mondiale ?» Vous semblez en douter déjà. Non, le titre est indicatif. Un certain doute. Oui, exactement. La réponse est dans le titre. Je voudrais qu'initialement, c'était une réaction, une réponse à plusieurs publications sur les réseaux sociaux de gens là, qui publiaient des messages un peu, à mon avis, catastrophiques en ce qui a trait à une guerre nucléaire imminente avec la Russie, la montée du BRICS là, qui supplanterait les États-Unis et qui mènerait une série de conflits face aux intérêts occidentaux, le Hamas et le Hezbollah et l'Iran qui mèneraient une attaque dévastatrice contre Israël et tous les intérêts, encore une fois, occidentaux, américains et autres, un peu partout dans le monde. On parlait d'une espèce de coalition, j'ai envie de dire, je ne voulais pas dire un axe, mais une coalition anti-occidentale. Et là, j'ai vu la même chose se répéter sur plusieurs réseaux et il y avait une ligne directrice, ou du moins il y avait, quelque chose qui se répétait dans tous ces messages et il manquait, il me semblait, un minimum de rationalité et de mesure en ce qui a trait à la réalité, à la situation comme elle est, qui est loin, qui est pas parfaite, disons-le, mais qui est pas catastrophique à ce point-là. Il y a une erreur fondamentale, c'est que tous ces gens-là pensent que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est-à-dire que l'ennemi de mon ennemi. Je déteste l'Occident, quelqu'un d'autre déteste l'Occident, donc ce quelqu'un d'autre et moi avons des intérêts convergents. Or, certains intérêts sont convergents et beaucoup d'autres sont divergents parmi les ennemis de l'Occident. Donc déjà, il n'y a pas un seul bloc anti-occidental. Je veux dire, il y a une multitude de micro-blocs, si vous voulez, qui ont l'Occident en ligne de mire et d'autres soucis et d'autres appétits idéologiques aussi. Et qui ont leurs propres différends entre eux. Oui, donc, je absolument. cite la Russie et la Chine dans mon article. Oui. En ce moment, bien sûr, ils sont alignés. Soyons francs, ils sont quand même alignés dans leur... je dirais pas une détestation, là, mais dans leur désir de revisiter l'ordre mondial libéral sous l'égide américaine. Oui. Ceci dit, les Russes et les Chinois, s'ils sont alignés sur cette question, ont tout de même des différends, en particulier en ce qui a trait à la Sibérie, par exemple. La Sibérie, comment ça? Parce que la Chine a détenu au 19e siècle, jusqu'à tout dernièrement, disons, au 19e siècle, une partie importante de la Sibérie qui a été annexée par les régimes tsaristes petit à petit. Et le régime chinois considère cette partie du monde comme tout ou tard devant lui revenir. Quand ça va être un nouveau Taïwan, mais un Taïwan 1000 fois plus grand, enfin 10 000 fois plus grand. Oui, exactement. C'est un territoire qui est très riche en ressources naturelles, très peu peuplé, ou relativement peu peuplé. Donc, c'est sûr que la Chine convoite ce ciel qui est toujours en besoin à la recherche de ressources naturelles pour combler sa croissance et pour assurer sa croissance économique. Il y a une raison, on comprend. Vous dites dans votre texte, dans le journal des Affaires, je rappelle le titre, « Sommes-nous réellement au seuil d'une guerre mondiale ?» que vous parlez de puissance révisionniste. Ce que je comprends dans ce mot-là, c'est pas du révisionnisme historique, mais c'est que les nouveaux puissants de l'heure veulent réécrire l'histoire. C'est tout à fait légitime. Dès qu'on a une force et un gourdin et une force économique, etc., et militaire, forcément qu'on ne va pas gober le discours du vainqueur. L'histoire est toujours écrite par les gagnants, mais le gagnant d'aujourd'hui sera le perdant de demain. Oui, ce que je voulais dire plus spécifiquement par révisionniste, vous l'avez dit, vous en avez parlé un peu au début de l'entretien, dans le sens où il y a maintenant plusieurs blocs, ce qu'on peut appeler un monde multipolaire. On peut dire que jusqu'à maintenant, depuis la fin de la guerre froide, donc depuis l'effondrement de l'URSS en 91, on a eu à peu près 3 décennies d'un monde unipolaire sous l'égide américaine, sous l'hégémon américain.
C'est ce que certains ont appelé la Pax Americana, la grande paix américaine, similaire au Pax Romana de l'époque, quand Rome dominait tout l'Occident et le nord de l'Afrique. On a eu une grande paix, dans le sens où personne pouvait vraiment concurrencer Rome au point de vue économico-militaire. Donc, on est entré dans cette période. Mais là, on entre dans une période qui semble se diriger vers une période multipolaire où il va y avoir plusieurs pôles, notamment le pôle russe et le pôle chinois, peut-être aussi le pôle africain et même indien. Donc, tout ça pour dire que quand je dis révisionniste, c'est que, bien sûr, les Américains forment encore l'hégémon et donc les puissances qui veulent changer cet ordre unipolaire sous l'égide américaine veulent réviser l'ordre du monde à leur avantage, bien sûr. Donc, les Chinois, je pense que la Chine, c'est assez assumé, désire supplanter les États-Unis et prendre leur place comme hégémon, ou du moins se diriger vers un monde bipolaire similaire à celui de la guerre froide. Vous aviez deux grandes puissances, l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Je crois que la Chine vise au minimum un retour d'un monde bipolaire où ils sont capables de jouer le rôle que l'URSS jouait à l'époque. Sans pour autant, parce que la Chine, culturellement, c'est l'empire du milieu. La Chine n'ambitionne pas, je pense, d'avoir des colonies, d'avoir que tout le monde parle chinois, que les gens pensent de façon confucéenne ou taoïste ou que sais-je. La Chine a une autre façon de comprendre le contrôle du monde, contrairement à la différence des États-Unis ou de l'URSS. Oui, c'est une bonne question. Je voudrais que la Chine ne tente pas d'exporter sa culture comme les Américains tentent de le faire. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on pourrait appeler le soft power américain est un élément absolument crucial dans le fait que les États-Unis dominent en ce moment le monde entier. C'est comme si par défaut, la démocratie libérale américaine est devenue le modèle de la fin de l'histoire, là, pour reprendre Francis Fukuyama, qui a peut-être été utilisé à bon escient et à mauvais escient, dans le sens qu'on l'a utilisé à toutes les sauces, là, mais la Chine ne tente pas d'exporter son modèle autoritaire communiste, si je peux dire. Mais je ne dirais pas, par contre, qu'elle ne tente pas de créer l'équivalent de colonie ou du moins de pays qui deviendraient ses vassals, dans le sens où on voit dans son expansion économique féroce et agressive comment elle traite ses partenaires commerciaux, notamment le Canada. On se rappelle qu'il y a quelques années, ou peut-être 10 ou 15 ans, j'ai oublié exactement ça fait combien d'années, mais la Chine voulait amener ses propres travailleurs au Canada. Elle disait, nous, on va investir dans des différents projets miniers en particulier. On ne veut pas engager des c'est ce qu'ils font en Afrique. Ils font ça en Afrique. Exact. À ce que je sache aussi en Amérique du Sud, à Cuba en particulier, Amérique latine, là, j'inclus. Donc, la Chine avance ses pions et assille son influence économique un peu partout dans le monde, mais il lui manque le soft power, ce qui est tout à fait vrai. Il manque le software. La Chine, puisqu'on y est, parce que vous, dans votre texte, dans le Journal des Affaires, vous interrogez si on est à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale. La Chine a beaucoup d'atouts. La Chine a fait un bond en avant, mais gigantesque. Je ne parle pas c'est pas le mot maoïste que je prends, mais plutôt à côté de Deng Xiaoping, plutôt. La Chine a vraiment rattrapé un sacré retard et elle a une revanche à prendre, notamment sur l'Occident. La Chine a des moyens militaires, la Chine a des moyens démographiques, la Chine a beaucoup des terres rares, enfin j'en passe. Mais dans votre texte, vous semblez dire que mais attention, ne crions pas victoire trop tôt pour la Chine. La première des choses est la démographie. La Chine, depuis les années 80, donc Deng Xiaoping en particulier, depuis l'ère de Xiaoping, capitalisé sur son excès de travailleurs, donc de labeur. Pour offrir des services en termes de manufacture, de fabrication à des prix compétitifs. Donc, c'était ce qu'on appelle en anglais du cheap labor. Donc, la main-d'œuvre à bon marché. Main-d'œuvre à bon marché, oui, merci. Ce qui a transformé la Chine, avec d'autres politiques, là, on s'entend, en puissance industrielle, la première puissance industrielle mondiale. De toute évidence. Le premier atelier du monde. Exactement. Et même si au début, on fabriquait des produits de valeur relativement basse. Aujourd'hui, ça s'est transformé en un pays qui, peut encore faire des petits jouets à valeur basse en plastique, des choses assez, disons, élémentaires, des produits élémentaires, jusqu'au iPhone et l'immense majorité, ou sinon la totalité des ordinateurs qu'on achète aujourd'hui. Donc, ils sont passés à un empire manufacturier qui était limité en termes de qualité à ce qui est le plus complexe en termes de haute technologie. Absolument. Et on serait peut-être incapable de reprendre
le flambeau, même si on parle beaucoup là, de réindustrialisation de l'Occident, je ne sais pas si on pourrait, si on voudrait, reprendre ce type de fabrication. Ça serait difficile. On n'a pas l'infrastructure. On n'est pas certain d'avoir la main-d'œuvre qualifiée dans la quantité que ceci requerrait. Alors, quantité, justement, je reviens à Deng Xiaoping, Philippe Lebrecq. C'est lui-même qui a imposé la politique de l'enfant unique. Ça a duré, une bonne trentaine d'années. Ils se sont rendus compte que finalement, la pyramide des âges s'inversait. Il n'y a pas de sécurité sociale pour les Chinois. Ça veut dire que ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents vieillissants. Mais avec un enfant unique, et souvent un enfant unique enrichi très vite, l'enfant unique ne veut pas s'occuper de ses vieux parents. Et la démographie fait que la Chine est en train de décroître. D'ailleurs, l'Inde l'a dépassé il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est une sacrée épée de Damoclès sur la puissance chinoise à long terme, pas dans les 10 prochaines années. Oui, tout à fait. Je suis parti sur une tangente, en fait, sur la fabrication, mais vous avez tout à fait raison. La démographie joue contre la Chine. Et ça peut paraître bizarre, parce qu'avec plus d'1 milliard de Chinois, on dirait au contraire, ça serait une force. Mais la population chinoise est déjà en décroissance. Je crois que 2023 était la première année où le nombre de morts a dépassé le nombre de naissances en Chine, où donc la population a décliné pour la première fois depuis très longtemps. Peut-être depuis le 19e siècle, en fait. Ou peut-être depuis la grande révolution de bond en avant justement de Mao qui avait fait des dizaines de millions de morts. Absolument. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Chinois n'ont pas plus d'enfants que nous. La politique de l'enfant unique a été révisée. Ils sont passés à 2. Ceci dit, je crois que la politique de l'enfant unique n'a pas eu l'impact qu'on croit qu'elle a eu, parce que la preuve, l'Occident a à peu près les mêmes taux de natalité que les Chinois, et pourtant on n'a pas eu la même politique, mais pourtant les taux de natalité sont les mêmes, ce qui fait croire, je dirais, rationnellement, que c'est l'enrichissement de la classe moyenne qui mène à peu près, et l'urbanisation massive de la Chine, tout comme ça s'est passé en Occident, qui mène à une baisse drastique de la natalité. Donc les Chinois traversent ceci en accéléré. Ça a pris plusieurs générations pour disons que cette transition démographique a commencé au moins 19e siècle en Occident. En Chine, ça va se faire en 20 ou 30 ans à peu près? Oui, ça va être brutal. Ça va être brutal. Il y en a certains qui excusez, juste une dernière chose, les démographes qui annoncent que la population chinoise pourrait diminuer de moitié d'ici la fin du siècle. C'est à quel point c'est accéléré et prononcé comme déclin démographique. Quelques mots sur la Russie, parce que dans votre texte, je rappelle le titre parce qu'il vaut vraiment la peine d'être lu. Je redonne le texte. Sommes-nous réellement au seuil d'une guerre mondiale? Écrit par vous, à Philippe Lebrecq, pour Les Affaires, donc lesaffaires.com. La Chine, alors qui menait le jeu avec la Chine lors de l'URSS, évidemment, est devenue le toutou de la Chine maintenant. La Chine est empêtrée avec l'Ukraine. Son armée n'est peut-être pas aussi puissante qu'on le craignait ou qu'on l'espérait selon les points de vue. Les Chinois donnent le là. Poutine est obligé d'aller à Pékin pour quémander, je sais pas trop quoi, auprès de Deng Xiaoping, Xi Jinping. Les rapports de force ont vraiment changé. Et la Russie est-elle en état? C'est quand même une grande puissance, mais son PIB n'est pas si impressionnant que ça. Il y a la gestion intérieure, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'elle a beaucoup d'industrie? Est-ce qu'elle est elle dépend du pétrole. Enfin, elle a beaucoup de points faibles et elle impressionne de moins en moins. Commençons avec la relation sino-russe. Pendant les années 60, 70, 80, l'URSS dominait la Chine dans ses relations. Et maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est la Chine qui domine la Russie. Je crois que Poutine en est conscient, de toute évidence. Et donc, quand il se présente à Pékin, tout sourire, derrière ce sourire se cache une faiblesse économique et militaire même. Il est devenu, je dis dans mon texte, je crois, le second violon de la Chine. Ce qui est un inversement total, ce qui est une humiliation aussi là, pour la Russie, jusqu'à un certain point, et pour Poutine en particulier. Et donc, cette relation a changé. La Chine ne dicte pas à la Russie quoi faire, mais la Russie ne peut pas non plus se permettre de perdre la Chine comme allié, ou du moins comme appui officiel ou officieux. Surtout maintenant qu'ils sont complètement isolés de l'Occident. On aurait pu à une certaine époque, ça c'est mon analyse, mais l'Occident aurait pu se dire, l'Occident aurait pu se dire que la Russie aurait été un atout contre la montée en puissance de la Chine. Et au contraire, on les a repoussés dans les bras de la Chine. Donc maintenant, il est trop tard. Mais ce que je ne comprends pas, Philippe, mais je change un peu, je pars sur une tangence à mon tour, mais la Russie, c'est la troisième Rome. En un sens, c'est une puissance chrétienne, si vous voulez, qui a redécouvert ses racines orthodoxes après la chute du communisme. L'Occident, qui s'est très laïcisé,
je veux dire, on n'a pas vu cela, que ça aurait pu être une perche, enfin une passerelle entre un monde occidental latin ou protestant et un monde orthodoxe. On aurait pu faire une géopolitique basée là-dessus, non? Bonne question. Je dirais ceci pour ce que je connais de la question religieuse en Russie. Oui. Le discours dominant, je peux dire, là, qui vient du régime principalement, là, qui met d'avant l'orthodoxie russe comme marqueur identitaire significatif ou important, se reflète relativement peu au sein de la population, dans le sens où les églises sont aussi vides que les nôtres. Ah bon? Donc la religiosité du russe moyen, je ne sais pas si est en concordance avec celle que le régime veut bien afficher. Je crois que le régime russe, les intellectuels surtout, là, souhaiterait que la Russie soit une réponse à la décadence moderne occidentale. Voilà, oui. Après, les valeurs. Les valeurs. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment dans le sens... je ne crois pas que le russe moyen soit moins matérialiste que l'homme occidental moyen. Je ne crois pas qu'il aille à l'église plus que l'homme occidental moyen. Je ne crois pas que ces valeurs profondes soient nécessairement très loin là, de l'homme décadent occidental moyen, si je peux dire. Donc ça serait à creuser. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu, à mon avis, il y aurait eu une occasion de faire une grande alliance, si on peut dire, disons, fin des années 90, début 2000. Absolument. Parce que même Poutine, on s'en rappelle peu, mais au début de son règne, quand il a remplacé Yeltsin, tranquillement, ses premiers discours, il vantait l'Occident. Et il disait que les Russes sont occidentaux avant autre chose. Absolument. Et ça, c'était une réponse ferme de la part d'un Russe, alors que la Russie a tout le temps le cul entre deux chaises, entre l'Ouest et l'Est. Revenons donc à cette Russie, mais elle est prise, elle a cherché avec sa guerre en Ukraine, contre l'Ukraine. Il est loin d'être sûr qu'elle a l'avantage. Elle n'est plus... Alors, évidemment, elle a des bombes. Nucléaire. Donc, des bombes nucléaires, n'est-ce pas? Donc, l'Occident n'ose pas trop s'en prendre frontalement à elle. Mais là, vous semblez, dans votre texte, dans le magazine Les Affaires, vous semblez relativiser, dire, oui, mais si elle lance des bombes à droite et à gauche, là, c'est la fin du monde entier et de la Russie aussi. Ben exact. La dissuasion nucléaire, qui était un concept central pendant la guerre froide qui maintenait, si je peux dire, une certaine paix entre le bloc de l'Est et l'Ouest, qui est bien sûr, là, je résume, là, mais que si une guerre nucléaire éclatait entre les deux blocs, les deux allaient périr entièrement. Donc, il n'y avait pas de victoire possible. Ce concept, à peu près, je veux dire, dans l'esprit des gens moyens, a disparu après la guerre froide. On l'a oublié parce que c'est un concept qui est terrorisant, soyons francs, parce qu'en gros, on dit... On dissuade une guerre quelconque en disant mais ça va être l'apocalypse. Donc, ramener l'apocalypse quotidiennement n'est pas quelque chose de plaisant. Donc, on l'a oublié, mais le concept est toujours valide. Et ce qui veut dire que les Russes n'ont pas plus d'intérêt que les Américains et les Européens en particulier à risquer un échange nucléaire en Ukraine en particulier ou pour toute autre raison. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ceci dit. Je crois que les risques restent très faibles par contre. Les Russes vont, disons, dans leur discours verbalement, être plus agressifs et vont mentionner l'arme nucléaire plus rapidement et plus facilement que leur contrepartie occidentale parce que je crois qu'ils perçoivent une faiblesse conventionnelle, ce qui veut dire les forces armées régulières, l'infanterie, la cavalerie et les forces aériennes. Ils perçoivent une faiblesse marquée face, en particulier aux États-Unis, et veulent dissuader les Américains d'intervenir directement dans un conflit comme celui de l'Ukraine par la menace de l'usage nucléaire. Mais dans la dissuasion nucléaire, le discours est important. En fait, on communique constamment à l'ennemi, ne faites pas ci, ne faites pas cela, parce que ceci nous met dans une position où on pourrait utiliser l'arme nucléaire, ce qui est tout à fait normal. Ce qui me fait dire que les risques, comme j'ai dit, sont relativement faibles d'une escalade nucléaire, quoiqu'ils ne sont pas inexistants. Philippe Labrec, il me reste 1 minute. Donc, vous doutez d'une troisième guerre mondiale. Entre-temps, la Chine va décliner économiquement à la mesure de sa démographie. Est-ce qu'elle fera des petits conflits locaux? Est-ce qu'il y a ça sera une troisième guerre mondiale fragmentée, comme disait le pape? Mais je crois qu'on peut s'enfarger dans une troisième guerre mondiale, un peu comme si on s'est enfargé dans la première en particulier. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un jeu d'alliance qui prendrait place, un peu comme l'assassinat de Franz Ferdinand, le duc, mais un jeu d'alliance qui a entraîné les Russes, la France, le Royaume-Uni et
l'Allemagne de l'époque et tout l'Empire austro-hongrois dans une guerre que personne ne voulait. Absolument. Et les Américains et le Canada, bien sûr, ont suivi. Oui, tout à fait. Absolument. Quelque chose de similaire pourrait se passer si les Chinois devaient prendre Taïwan, du moins s'attaquer à Taïwan, ce qui tirerait la Corée du Sud, le Japon, l'Inde probablement aussi, là, qui n'est pas un ami de la Chine, on s'entend, ils sont toujours en guerre. Loin de là. Et les États-Unis. Et donc, Parfait. je crois que si quelque chose comme ça pourrait prendre place, oui, c'est un risque. Philippe Lebrec, vous avez écrit un texte pour lesaffaires.com. Sommes-nous réellement au seuil d'une guerre mondiale accessible gratuitement? Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve dans 2 semaines. Absolument un plaisir. Plaisir partagé également. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Demain, on parlera des directives médicales anticipées et de la semaine politique québécoise et canadienne. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur les ondes de Radio VM.